Bonsoir à tous, bienvenue pour cette grande émission spéciale débriefing de ces élections américaines qui a vu Donald Trump être réélu à la surprise générale, en tout cas la surprise générale des médias français, puisque d'autres médias, comme votre média Frontières, avaient tout simplement prévu, en tout cas anticipé cette vague de fonds. Nous l'avions fait dans ce grand magazine, justement, Donald Trump, l'homme à abattre, une enquête de terrain de près de 2 mois. Nous les avions prévenus, nous avions pris le risque de mettre Donald Trump en une, mais il n'avait pas écouté. Alors j'en profite, on va en parler un petit peu ici avec Julien, que vous avez vu pendant cette grande soirée du live de 24 heures, parce que cette campagne américaine, nous l'avons suivie depuis le début à travers le magazine, des articles, des reportages, un documentaire. Mais ce grand live, et Julien qui suivait notamment ces résultats qui sont tombés au fur et à mesure, et Alexandre qui a eu le plaisir aussi de passer près d'un mois aux États-Unis avec beaucoup de reportages et que vous avez suivi aussi pendant cette grande soirée. Je voulais vous remercier parce que vous avez été plus de 600 000 en cumulé à suivre justement cette soirée électorale. Nous avons été ravis de vous proposer une émission qui ne vous obligeait pas à écouter France Inter, mais à plutôt vous tourner vers Frontières. Vous retrouvez d'ailleurs ce replay intégral sur l'application mobile Frontières, disponible sur iOS et Android. Et donc, je vous invite à commander ce magazine qui est à moins 50% sur www.frontiersmedia.fr. Il y a un poster aussi pour ça. Voilà, c'est important, ça devient un petit peu justement iconique comme magazine. Donc avec Julien et Alexandre, on va essayer pendant près d'une heure de discuter, de revenir sur les raisons profondes de l'élection de Donald Trump, cette défaite des médias occidentaux et des médias français, de ce qui peut aussi être envisagé dans les années à venir pour les États-Unis, Elon Musk, plein de sujets, cette vague de fonds aussi, pourquoi une partie de l'électorat des minorités, notamment démocrates, s'est tournée vers Donald Trump. Et d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais recueillir vos impressions. Julien, toi, quelles sont tes impressions? On est à chaud là, on est 4 jours après. Quelles sont tes impressions sur ce résultat? On avait prévenu qu'on allait réaliser un live d'anthologie et ce fut le cas parce que c'est une articulation d'un travail de fond qui a été mené en amont, notamment par Alexandre et Pierre qui se sont rendus aux États-Unis, des articles, des décryptages. Donc on avait vu la dynamique du côté du candidat républicain Donald Trump qui a donc réussi le plus grand comeback politique que l'on a jamais vu dans l'histoire américaine. Donc très heureux des résultats et surtout ça montre qu'on a fait le boulot que les autres médias français n'ont pas réalisé parce qu'ils ont été aveuglés par leur biais idéologique et ça montre qu'on propose chez Frontières un travail de qualité qui va s'inscrire dans le temps. Pour ce qui est de la victoire de Donald Trump, je suis assez ravi des résultats. Néanmoins, je pense que s'il concrétise l'essai et qu'il mène un second bon mandat, les républicains ont vraiment moyen de maintenir le pouvoir pendant des années et des années aux États-Unis et ils ont devant eux une sorte de boulevard pour accomplir de grandes choses et on va avoir l'occasion d'en discuter pendant cette émission. Et toi, Alexandre? Eh bien, moi, j'aurais tendance à rejoindre Julien, évidemment, et j'aurais une triple satisfaction. La première, c'est de se dire que, en fait, ce qu'on avait pu, je pense, voir sur le terrain, voilà, pour Frontières, et même dans nos articles, comme le disait Julien, en fait, tout ça, ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'on avait vu les dynamiques, on avait vu les sujets qui étaient clés dans cette élection, les choses qui pourraient faire basculer en fait ce vote. Donc première satisfaction de voir que effectivement même le pari de la couverture, mettre Trump en couverture, d'intéresser les Français aux élections américaines. Y compris à droite, on avait tendance à dire attention, vous allez vous cramer, cet homme va finir en prison, il ne va jamais gagner, etc. Bien sûr, non mais on est allé un peu contre tout le monde. En fait, on est vraiment allé à contre-courant sur ce magazine, même à contre-courant d'une partie de la droite. En fait, c'est ça qui était. On a vraiment pris un pari, pris un risque important et qui a payé finalement. Deuxième satisfaction, c'est évidemment de voir que en fait, l'immense majorité des médias français et américains se sont plantés, on peut le dire, royalement. C'est-à-dire que dans les meilleures prédictions sur les dernières semaines, c'était une légère victoire, très légère victoire de Donald Trump, même si 90% des sondages et des informations qui étaient relayées dans la presse allaient en faveur de Kamala Harris. Ça, c'était quand même quelque chose de voir en fait tous ces gens en France et aux États-Unis ratés comme ça, c'était assez impressionnant. Et puis, troisième satisfaction qui est pour le coup plus politique, c'est qu'effectivement, c'est probablement le meilleur candidat des deux qui a été élu. Nous, on n'a pas fait campagne pour Donald Trump non plus, mais le fait est que
je pense quand même que c'est la personne qui aura les meilleures solutions pour l'Amérique et même pour les questions géopolitiques, pour même renforcer la souveraineté de l'Europe et de la France. Et d'ailleurs, on le voit dès aujourd'hui, j'en finis là, avec les discours d'Emmanuel Macron et d'autres ministres français et européens qui commencent à dire, en fait, maintenant, les États-Unis sont du côté de Trump, il faut que nous, on reprenne notre destin en main, ce qui n'a pas été fait sur les 4 dernières années avec Joe Biden. Alors Julien, toi tu as notamment suivi justement ces résultats qui tombaient au compte-gouttes et on a vu d'ailleurs sur d'autres médias français, parce que je pense qu'on va d'abord parler de ça, c'est-à-dire cet échec et ensuite on va aller dans les causes profondes, parce que je pense que ça en dit long sur quand même à quel point on est rentré dans une mythomanie générale de la part de certains médias aujourd'hui qui pourtant ont des moyens énormes. On a vu France 2, France Info se délocaliser à New York, ils avaient des dizaines de correspondants sur place et ils ont refusé de voir cette vague monter. Et même, on a vu du déni pendant la nuit, avec des gens qui parfois parlaient de président Harris à l'avance, et également avec des gens qui étaient toujours en train de dire Kamala peut s'en sortir, pendant que nous, notamment vous deux, vous avez cette capacité de comprendre les tendances, savoir, ok, il y a un moment, ça commence à être fait, même si on était prudent. En fait, les journalistes français sont passés par les 5 étapes du deuil, la première étant le déni. Et ce déni était lié à quelque chose de très simple, une double faute en fait de la part des journalistes français. La première, c'est un biais idéologique majeur, donc pro-Kamala Harris et anti-Trump. Mais au-delà de ça, l'autre grande faute des médias français, c'est le fait d'avoir analysé cette élection avec des yeux de Français. Ils ne comprennent fondamentalement pas la société américaine. Ils ne comprennent pas pourquoi un candidat comme Donald Trump avait toutes ses chances de remporter les élections parce que Donald Trump est un pur produit de la société américaine. Et ce qui a été fascinant dans la nuit, c'est qu'au bout d'un moment, Alexandre et moi, ainsi que d'autres, on s'est rendu compte qu'au bout de certains États qui sont tombés, notamment la Géorgie, et le fait qu'Alexandre avait vu qu'en Floride, Donald Trump avait vraiment creusé significativement l'écart. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire très rapide, je crois qu'en 2020, Donald Trump gagne 52 contre 48% la Floride face à Joe Biden. Et là, on était sur 13 points d'écart au total entre Donald Trump et Kamala Harris. Victoire complète. Donc là, c'était avance de la Floride, puis la Géorgie. C'est ça. Et ce qui a été fascinant, c'est que vers les dernières heures, notamment 6h, 7h du matin, on voyait bien que Donald Trump avait largement ses chances. Le New York Times estimait que… Dès 4 heures, on sentait le vent tourner. Le New York Times, qui a pour le coup fait un très bon boulot, a affirmé que Donald Trump avait 95% de remporter l'élection. Et là, c'était à 7 heures. Et, voilà, et à 4 heures, c'était plutôt 70%. Voilà, c'est ça. Et c'est très vite passé à 80. Voilà, avec la Pennsylvanie. Et ce qui a été assez fascinant, c'est de voir le déni des journalistes français qui, par exemple, quand Hawaï est tombé du côté de Kamala Harris, ce qui était pas étonnant puisque Hawaï est un bastion démocrate, ils étaient encore persuadés qu'elle avait toutes ses chances parce que, comme je l'ai dit précédemment, ils ne connaissent fondamentalement pas le sujet américain et ils ne voyaient pas que la dynamique était dans le sens de Trump et que mathématiquement, Kamala Harris ne pouvait pas gagner, ou alors avec un sacré miracle. Et le déni a été présent jusque tard dans la matinée parce que officiellement Donald Trump n'était pas le vainqueur de l'élection parce que ça doit être annoncé notamment par… C'est Fox News le premier voilà, qui a annoncé. c'est Fox News le premier média qui l'a annoncé officiellement, mais parce que c'était de l'ordre de l'évidence. Ouais. Et là où les journalistes français n'ont pas fait le job, mais une fois de plus, ça fait partie d'une suite logique depuis… Mais ils se sont mentis à eux-mêmes. Je ne pense même pas qu'ils mentaient aux gens. Ils sont rentrés dans un processus ils étaient dans leur déni. Convaincus de Exactement. leur chose. Mais d'ailleurs, on a vu au final Emmanuel Macron reconnaître l'élection de Trump avant la majeure partie des journalistes français qui continuent à dire probablement, etc. Il pourrait être… Et même les médias de droite, il faut le préciser. Bien sûr. Moi, j'ai été assez surpris de la couverture du Figaro qui était encore persuadé qu'au moment où Hawaï est tombé, elle avait toutes ses chances alors que les dés étaient jetés. Donald Trump allait devenir le président. Et c'est pour ça que nous, on a été quand même très prudents une grande partie de la nuit, mais on a été objectif au moment où il avait un boulevard devant lui, on l'a dit. Oui, ça a commencé à basculer. Quel a été ton ressenti là-dessus, Alexandre ? En fait, avec Julien, on a animé de minuit à 7h. Alors moi, j'ai lâché à 5h20 parce que j'étais un peu fatigué, mais cela étant, c'est vrai qu'on a eu 5 heures qui étaient les heures les plus importantes quelque part, où on voyait les États tomber un à un. Et, même si entre minuit et 1h15…
Oui, c'était plutôt... c'était assez lent. Je crois qu'il y a seulement la Floride qui a dû tomber sur cette tranche horaire là, mais globalement, on a fait, je pense, du bon journalisme. Je suis assez fier de le dire parce que on a été réellement prudent. C'est-à-dire qu'en fait, on donnait les choses pour ce qu'elles étaient. Et si on dit ça, d'ailleurs, c'est pas tant pour nous envoyer des lauriers que pour dire que si on était capable de le faire, pourquoi les autres qui ont les moyens ne le font pas? Et ça révèle à quel point, en fait, c'est d'abord de l'idéologie. Bien sûr, c'est-à-dire qu'évidemment que nous, nos moyens ne sont pas du tout comparables avec ceux de France Info, ceux de BFM et tant d'autres médias. On avait, je sais pas, mais on avait un seul correspondant sur place de notre équipe. Pierre. Voilà. Après, on en avait d'autres, mais qui n'étaient pas directement dans notre équipe. Mais cela étant, voilà, on n'avait pas les mêmes moyens et pourtant, je pense qu'on a été plus juste dans le traitement de l'information. Je m'explique parce qu'en fait, à aucun moment du début à la fin de la nuit, avant l'annonce officielle des résultats, on a dit Trump va gagner, c'est sûr, il sera le prochain président. Moi, je me rappelle, on en discutait avec Julien pendant toute la soirée, tout ce live, et en fait, on se disait, bah ouais, mais là, c'est un bon signe, mais c'est pas encore fait. Et même, parce qu'il y a les grandes villes, on exactement. attend par exemple... C'est-à-dire qu'en fait, on a des premiers résultats qui tombent avec 1% des bulletins dépouillés. Et alors là, on voit par exemple 70% pour Trump ou 70% pour Harris. En fait, c'est ridicule de se baser là-dessus parce que ça veut dire qu'il y a encore 99% des bureaux de vote à dépouiller. Et en fait, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est que quand on atteint les 85-90% des bureaux de vote dépouillés qu'on peut être globalement certain que ça tombera pas. Quoique, par exemple, sur la Virginie, on a cru pendant un temps qu'elle allait basculer côté Trump. Alors Trump a significativement réduit son avance là-bas. Mais l'indicateur était intéressant. Exactement. Mais le fait est que finalement la Virginie est restée côté Harris. Moi, effectivement, il y a eu la Floride que j'avais repérée assez vite où Trump a explosé son écart précédent. Évidemment la Géorgie, mais il y avait aussi le Kansas. Kansas qui est un État démocrate, un bastion démocrate. C'était pas un swing state, le Kansas. Et pourtant, il est tombé en faveur de Donald Trump. Je regardais ce matin des cartes qui montraient les évolutions de score. Et en fait, effectivement, nous, c'est ce qu'on voyait pendant la soirée. C'est-à-dire que Trump a amélioré son score quasiment partout. Les seuls endroits où ça ne s'est pas amélioré, c'est dans 2-3 grandes villes, à New York aussi, et dans l'Utah, il me semble. Justement, là-dessus, est-ce qu'on pourrait revenir très concrètement sur la réalité de la consolidation du vote Trump? Ça veut dire que là, en 2016, on aurait pu dire... Trump a été élu par surprise. On ne s'y attendait pas, du coup il y a eu un manque de mobilisation en face, il y avait beaucoup de communication, etc. Il a fait son show. Mais là, c'est un vote d'adhésion vis-à-vis de Trump. Ils savent pourquoi ils votent, ils le connaissent parfaitement. Il y a eu également même ce qu'on a appelé l'assaut du Capitole, etc. C'est-à-dire que tous les potentiels travers de Trump, les gens l'avaient connu, et il y a un certain nombre de choses qui montrent que ce socle électoral qu'il y a derrière lui, il est très fort. J'aurais bien aimé que vous récapituliez un peu les grandes tendances en termes de vote populaire, de catégories qui ont voté pour lui, etc., d'augmentation également de son vote. Peut-être Julien, si tu peux nous donner des indications. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2016, le vote Trump n'était pas un vote d'adhésion, c'était un vote sanction parce que les Américains ne voulaient pas d'Hillary Clinton. Ils ont fait un test qui a été plutôt concluant, même si en 2020, Joe Biden a remporté les élections. Mais là, cette fois-ci, en 2024, c'était un véritable vote d'adhésion. Et surtout, quand on analyse les chiffres, on se rend compte que Trump a récupéré énormément de votes dans la plupart des minorités. Et quels sont les chiffres, justement? Alors, par exemple, il a augmenté significativement chez les Afro-Américains, même les femmes. On disait, je crois que 54% ont voté Harris, alors que c'était 57% pour Biden en 2020. C'est ça. Et à côté de ça... alors qu'on avait dit que... toute la campagne se jouerait sur les femmes, sur l'IVG, etc. Peut-être qu'on reviendra là-dessus après qu'on ait évoqué les termes pour montrer à quel point ça faisait partie aussi de la campagne de propagande côté français. Sur les Afro-Américains, il me semble que chez les hommes Afro-Américains, Trump a augmenté son score de quelque chose de 10 points en passant à 30% des hommes afro-américains qui ont voté pour lui. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'en fait c'est une minorité qui est sortie du carcan dans lequel elle était. Et côté latino latino, nous on avait été en Floride sur le terrain et en fait c'est ce que tu disais au début de l'émission, mais sur la Floride tu avais dit pourquoi tu veux y aller, et je lui dis en fait il y a le vote latino qui va être très important pendant cette élection, il y a beaucoup de Cubains en Floride, il faut les rencontrer, ces latinos qui votent pour Trump, et on en a rencontré beaucoup là-bas, et effectivement le vote latino a été assez décisif dans tous les États du Sud. Oui, je pense Trump notamment avait récupéré à l'Arizona. 26% du vote latino seulement en 2016.
Et là, on est passé à 45%. Exactement, dont immense. 54% chez les hommes latinos. Ouais. Donc c'est quand même une avancée mais immense, une progression immense. Et ça a beaucoup joué dans les États du Sud où il y a beaucoup de latinos. En revanche, Donald Trump a beaucoup progressé chez les plus de 65 ans et emporte quasiment toute la classe moyenne. Donc en fait, c'est un vote qui est... c'est toujours assez amusant parce que c'est plus ou moins comparable au vote aussi RN en France, mais ça on pourra en reparler plus Et tard. Julien, au niveau du vote populaire aussi, on en parle beaucoup. Donald Trump, en 2016, avait été élu, alors qu'Hillary Clinton avait eu 3 millions de voix au niveau national. C'est ça, donc là, ça a été une vague rouge, hein, de toute façon, on l'a bien vu. Il a eu le vote La carte, populaire. si on la met à l'écran, on verra à quel point tout est rouge. Elle est totalement rouge. Il a eu le vote populaire, il a eu la Chambre des représentants. 5 millions d'avance donc sur Oui, le vote ouais, populaire, c'est ça. et ça n'avait pas eu lieu depuis 2004 chez les Républicains. C'est ça. Et surtout, ce qui est très important, on parlait des minorités tout à l'heure, c'est que en 2060, la population blanche sera minoritaire aux Ouais. États-Unis. Et ça, c'était le plus grand risque pour le Parti républicain, parce que le seul électorat vraiment acquis aux idées du Parti républicain, c'était les Blancs, et spécialement les hommes. Donc il y avait cette inquiétude et une peur qui était légitime chez les républicains de se dire, mais peut-être qu'on est en train de gagner nos dernières élections, on grille nos dernières cartouches. Et là, en fait, cette élection, elle montre que les minorités ethniques, qui étaient autrefois le précaré des démocrates, ne le sont plus. Surtout les latinos. Surtout les latinos. Donc et vu que les latinos vont devenir la première population américaine, ça. enfin, Ouais. ça ne sera plus une minorité, ils représenteront la majorité, c'est un signe extrêmement positif pour le Parti républicain, parce que ça montre qu'ils ne sont pas voués à perdre ad vitam aeternam Alors, qu'est-ce qui dans les prochaines explique, élections. qu'est-ce qui explique que ces minorités, on est habitué, hein, en France, on parle de cette convergence des luttes, le discours de LFI pour les minorités, etc. C'était la même chose du côté de Kamala, qui misait sur ces minorités. Qu'est-ce qui explique justement qu'elles aient choisi de se tourner vers Trump, pas uniquement de tomber dans l'abstention. Certains en parlaient parfois sur également, on n'a pas parlé peut-être du vote musulman, on pourra revenir dessus. Il y a eu ce vote d'adhésion du côté de Donald Trump. Bah, en fait, moi, quand j'étais en Floride et que je parlais aux Cubains justement et aux Vénézuéliens qui étaient là, ils me disaient qu'il y avait deux raisons principales pour lesquelles ils votaient pour Trump. D'abord, c'était parce que Donald Trump était un fervent opposant au régime communiste et socialiste qui sont à Cuba, en place à Cuba et au Venezuela. Donc beaucoup de vraies dictatures, qui d'ailleurs dictatures socialistes qui sont présentes dans d'autres pays aussi d'Amérique centrale. Donc ça, évidemment, ça a joué. Et Kamala Harris, qui est associée à quelque chose de plus socialiste aux États-Unis. Donc les attaques en marxisme que faisait Ouais. Donald Trump, on se moquait de lui, en fait, elles étaient payantes. Alors finalement, c'était pas vrai, j'ai envie de dire idéologiquement, parce qu'évidemment que Kamala Harris ça n'est pas envoie une des marxiste, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, oui, les latinos ont identifié Kamala Harris à quelque chose qui était plus proche du socialisme. Et donc ça, évidemment, ça les a beaucoup mobilisés. Et ensuite, assez surprenamment, parce qu'eux-mêmes sont des immigrés ou des sans-immigrés, ils étaient très opposés à l'immigration illégale. Et alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, eux étaient venus légalement aux États-Unis en obtenant l'asile ou alors en ayant une immigration de travail. Finalement, ils travaillaient, en fait, ils disaient, mais vous regardez, il y a 3 millions de personnes qui sont rentrées en 2023 aux États-Unis illégalement. Mais en fait, évidemment que ça ne peut pas tenir, et la question migratoire a quand même beaucoup joué, même chez les latinos qui sont immigrés ou descendants d'immigrés. À côté de ça, tu parlais du vote musulman. Le fait est que les musulmans ont eu beaucoup de mal à se sur positionner lequel durant tu cette avais élection. beaucoup insisté justement et que tu avais relevé aussi et qu'on n'avait pas vu du tout avant Oui, de se c'est-à-dire qu'en rendre fait, sur place. parce que les musulmans forment une très faible minorité aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est 2 ou 3% de la population générale, mais c'est une minorité qui est présente dans les États qui sont proches du Canada, parmi lesquels Wisconsin, Michigan et Michigan, Pennsylvanie. 250 000. Alors, c'est Wisconsin 250 000 et Pennsylvanie 140 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est une minorité qui joue quand même, parce que ces États se jouent toujours avec quelques dizaines de milliers de voix la plupart du temps. Et donc, en fait, ils ont eu beaucoup de mal à définir leur position parce qu'ils disaient que, certes, Trump était très sioniste et ami avec Netanyahou, ça c'est évident, et Trump le revendique, mais d'un autre côté, Kamala Harris, en fait, c'est elle qui est responsable du bilan à Gaza actuel, parce qu'elle était avec Joe Biden. Et c'est ce que, en fait, ces musulmans m'expliquaient, ils disaient ni républicains ni démocrates. En revanche, il y a quelque chose qui rapprochait ces musulmans du vote Trump, c'est le vote conservateur. Parce Justement, que c'est ça que je voulais en venir, c'est la question du wokisme qui a été quand même assez importante finalement et déterminante dans cette campagne et qui fait aussi que Donald Trump, peut-être, ça sera un des angles sur lesquels il aura le plus d'actions concrètes. Je crois qu'il s'est d'ailleurs positionné dessus dès le jour de son élection et qui va très concrètement aussi toucher nous Français, parce que sur les questions économiques, on reviendra dessus tout à l'heure,
le Make America Great Again, finalement, c'est aussi contre nous, mais ça nous pousse à nous autonomiser. Mais s'il y a une chose concrète sur laquelle on peut tirer quelque chose de positif de l'élection de Trump, c'est la question du wokisme. Oui, et je pense aussi qu'il y a je vais aborder la question du wokisme, mais avant, il y a aussi la dimension paternaliste. C'est-à-dire que Trump a une incarnation virile du pouvoir et ça a plu chez les minorités, Bien sûr. notamment chez les minorités masculines, parce que Trump, il ne leur promet pas de les infantiliser. Il y a un problème, il dit on va s'en occuper et c'est tout. D'ailleurs, Et- Kamala Harris en avait bien conscience parce qu'elle a été critiquée en interne parce qu'on jugeait chez les démocrates qu'elle ne se positionnait pas assez comme la potentielle première femme américaine. Et elle-même avait conscience que ça pouvait être repoussoir de se présenter comme une femme pour une partie de son électorat. Bien sûr, et au-delà donc de cette question paternaliste, l'incarnation solide du pouvoir, il y a aussi donc la dimension du wokisme. En fait, tout le long de la campagne, Kamala Harris a marché sur des œufs parce que fondamentalement, dans le fond, elle est progressiste, même si elle a évolué parce que quand elle était procureure générale, elle a mené une politique pénale bien très sûr. dure. Hein. Ça, Et tu l'avais dit d'ailleurs dans ce magazine, tu avais dit 10 nuances de gauchisme chez Kamala Harris, où tu montrais qu'elle n'était pas, on ne l'a jamais considérée comme quelqu'un d'extrême gauche Non. chez Frontières. Pour Non, le coup. On a plutôt non. dit qu'elle s'est retrouvée sur un entre-deux, le cul entre deux chaises, un mauvais bilan, ça. une mauvaise candidate. En Et, fait. et ça. ça, il faudra rebondir là-dessus un peu plus tard, mais l'analyse que la gauche française fait et même que les médias français font de la défaite de Kamala Elle est à Harris, côté de la plaque. on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est très intéressant Ouais, aussi à étudier. Complètement. Et en fait, Kamala Harris, elle a ce fond progressiste en elle, mais elle a très vite compris dans la campagne que les woke étaient acquises à ses idées, une partie, parce qu'il y en a qui ont voté pour la candidate du parti vert, mais elle savait que fondamentalement, les démocrates traditionnels allaient voter pour elle par logique d'opposition à Donald Trump. Donc elle s'est dit que le meilleur moyen de gagner les élections, ce qui était plutôt une bonne idée, c'était de viser les républicains modérés. Et pour viser les républicains modérés, elle devait abandonner le wokisme. Mais les Américains ne sont pas dupes, ils ont peut-être une meilleure mémoire que les Français, et ils se sont souvenus des politiques mises en place par Kamala Harris, ils se sont souvenus du moment où elle s'était présentée comme une femme qui portait un costume bleu, enfin dans ce signalement de vertu perpétuelle. Et en fait, ils se sont rendus compte, les Américains, qu'il y avait une fausseté chez Kamala Harris quand elle a repris les accents des minorités pour leur plaire à chaque fois. Et ça n'a pas marché. Parce qu'ils veulent de la franchise, les Américains. Il y a vraiment quelque chose sur lequel je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est que, en fait, moi, quand j'y étais, j'avais vu donc, les démocrates, j'avais été à la Convention nationale des Oui, démocrates. c'était le 16 août. C'est ça, c'était entre le 16 et entre le 19 et le 22 Tu avais août. terminé tes vacances d'été. Exactement, plutôt que voilà. tout le monde. J'ai terminé les vacances pour aller à Chicago, c'était pas si mal non plus, mais cela étant, voilà, j'avais rencontré cet électorat et ce que j'avais vu chez eux, c'est que évidemment il y avait une opposition fervente à Trump, évidemment il y avait une adhésion aux idées démocrates, mais en revanche, et ça c'est quelque chose qui, je pense, c'est le point le plus important de la campagne pour moi, c'est l'incarnation. Kamala Harris n'est parvenue à rien incarner. Oui, ça C'est-à-dire que- m'amène à cette question en fait. Est-ce que les gens se posent la question, est-ce que c'est Kamala Harris qui a mené une mauvaise campagne ou est-ce que les gens ont voté pour Trump? C'est ce côté-là en fait. Alors honnêtement, il faut Certains ont tendance à dire oui, Kamala, c'est de sa faute, elle a fait une mauvaise Faut campagne, dire- une façon encore de faire croire que Trump. Non, mais toujours, faut c'est dire pas qu'il y a vraiment- des deux, très honnêtement. Donald Trump a fait une campagne de terrain, c'est celui qui... faut regarder exactement, j'ai plus les chiffres en tête, mais il a dû faire à peu près 2 fois plus de meetings que Kamala Harris. Il faisait pas ses meetings dans les grandes villes Alors avec des qu'il est stars. plus âgé, Il faisait exactement, il est plus âgé. Il faisait donc des meetings dans les campagnes sans personnes particulièrement T'étais connues allé à hors Johnston, politique. par Moi, exemple. j'étais allé à Johnston en Pennsylvanie. Johnston, c'est une ville de 18 000 habitants. Quelque part, c'est perdu au milieu de la campagne. Et puis en fait, pareil, Butler. On a beaucoup parlé de la ville de Butler, T'y mais étais allé pareil, aussi, j'y non, suis allé non. aussi. Butler, c'est une ville. Il y a une grande rue. Ça ressemble à beaucoup de villes françaises, mais il y a une grande rue. En soi, il y a 10 000 habitants. Et puis c'est tout, quoi. Et il y allait 2 fois. Et il y allait 2 fois. Et puis à côté de ça, voilà, il y a en gros, Trump n'a pas fait sa campagne dans les grandes villes, il n'a pas fait une campagne pour séduire voilà, tout ça avec des grandes stars, etc. Trump, il a fait du Trump, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait sa campagne populaire, sans prétention quelque part, et Kamala Harris, elle ramenait toutes les stars. Et le problème, c'est que, je voudrais revenir effectivement sur cette question de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a d'un côté effectivement la bonne campagne de Trump, mais Kamala Harris aurait pu réussir.
parce qu'en fait, elle s'est très bien débrouillée dans le débat face à Trump. Elle a gagné le débat, il faut le 10 dire. septembre. Exactement. À côté de ça, Elle a gagné par contraste aussi, parce qu'on s'attendait à ce que Trump soit bien meilleur. bien Et sûr, au final, mais elle s'est sortie. Mais ça, on s'y attendait aussi, parce que, étant donné qu'elle était procureure avant, elle avait une forme C'est ça. d'expérience avec c'est la ça. chose. Et c'est-à-dire que honnêtement, elle se débrouille pas mal sur les plateaux de télévision aussi. Elle a eu tout ça. Mais d'un autre côté, il En faut dire interview. qu'elle a réussi à ne rien incarner. Et ça, c'est fondamental pour comprendre cette élection. C'est-à-dire que, et comme le disait Julien, Kamala Harris était piégée entre d'un côté une frange républicaine qui était déçue de Trump, qui en fait, ou alors une frange modérée qui bascule entre chaque élection entre les démocrates et les républicains qui n'est pas vraiment affiliée. Et d'un autre côté, va y avoir cette extrême gauche qui va faire pression sur elle et qui est incarnée par des personnalités comme Bernie Sanders ou Alexandra Ocasio-Cortez. Donc des personnes d'extrême gauche comme ça, et même voilà, une rue arabe, une rue woke. Et en fait, elle était justement le cul entre deux chaises. Elle n'a pas su prendre parti. Sur Israël, ça s'est vraiment vu. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, elle soutenait Israël, mais de l'autre, elle essayait de plaire un peu à l'électorat progressiste. En fait, elle a voulu faire du en même temps, elle a fait du rien du tout, pour faire simple. Je rajouterais quelque chose d'important, c'est que Trump a mené une très bonne campagne, mais surtout, sa grande force, c'est d'avoir utilisé comme cartouche les échecs des démocrates. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les démocrates se prenaient les pieds dans le tapis, il arrivait à transformer l'essai et à faire une succession de coups de communication. On se souvient du McDo, du Madison Square Garden, du moment où Joe Biden a insulté D'ailleurs, les c'est très électeurs. intéressant parce que il faut se rappeler à quel point tous les médias français disaient que ça allait basculer. La petite blague sur les latinos au Madison Garden, justement, au final, on voit que ça De peut eu Puerto d'impact. Rico, oui, tout à Et fait. qui s'est complètement retourné en fait finalement contre les démocrates parce que Biden Les a a traité traités d'ordures d'ordures, les tout à fait. républicains. De toute façon, dès qu'il y avait un signe positif du côté des démocrates, pour eux, c'était l'élément de la victoire. Je me souviens notamment quand Taylor Swift, qui est une énorme chanteuse, avait appelé à voter pour Kamala Harris. Tous les médias français étaient persuadés que Taylor Swift était celle qui allait faire tomber Oui, Libération avait fait ça une dessus voilà, d'ailleurs, Donald faut le Trump, rappeler. alors que de toute façon, ceux qui écoutent Taylor Swift, la plupart ce sont des mineurs, ils ne peuvent pas voter. Et surtout, il faut comprendre une donnée essentielle, et ça, il faut vraiment que les médias français le comprennent. Ces histoires de célébrités qui soutiennent un candidat, ça ne marche pas. On a affaire à des multimillionnaires qui vivent dans leur tour d'ivoire. L'Américain lambda, il en a marre de l'insécurité, il en a marre de l'inflation, il en a marre qu'on le méprise, et il en a strictement rien à faire que Beyoncé et consorts leur disent ben, vous allez voter pour Kamala Harris. Quels étaient selon toi, du côté de Donald Trump, les moments quand même, parce qu'il y a d'un côté, oui, une réalité, comment dire, sociologique, etc., qui fait que il a gagné. Mais l'autre, il y a une campagne. C'est bien pour ça qu'on mène une campagne avec une stratégie. D'ailleurs, on en parlera. Sa directrice de campagne est devenue chef de cabinet à Maison-Blanche. C'est la première femme qui devient chef de cabinet. Pour un macho et un misogyne, c'est assez amusant. On reviendra dessus. Quels ont été les moments clés de cette campagne où ça basculait? Pour moi, il y en a eu deux. C'est d'abord la tentative d'assassinat à Butler, qui d'ailleurs a eu beaucoup de conséquences puisque Joe Biden s'est retiré au profit de Kamala Harris. Mais le moment où il a retrouvé une dynamique très forte, ça a été le ralliement de Robert Kennedy. Et ça, je signe et je persiste pour deux raisons. Parce que c'était le candidat indépendant, donc c'était toujours des voix en plus pour Donald Trump. Mais parce que aussi, c'est le représentant de ce qui reste d'une grande dynastie politique américaine. Et ça a réhabilité en quelque sorte Donald Trump. Et il y a une partie de la population américaine qui est très attachée à la dynastie Kennedy et qui s'est dit... c'est un bon signe. Ça veut dire et que au début, il avait été lancé par Biden pour aller piquer des voix chez les Républicains. c'est Et ça, et finalement, ça ça s'est retourné contre lui. une énième erreur de plus. En fait, il y a eu plusieurs dynamiques dans cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a eu une première dynamique qui était en faveur de Donald Trump. Ça avait commencé d'ailleurs au débat face à Biden. Oui, tout à fait, exactement. Où il avait C'est été, là que j'y pour venais. la petite anecdote, il avait été justement plutôt bon parce qu'il avait eu, c'était marrant, Biden, je crois, ses équipes avaient demandé absolument à ce qu'on coupe le micro quand l'autre parle. Et Oui. en fait, ça avait permis de présenter Trump comme quelqu'un de normal parce qu'habituellement, on était habitué à ce qu'il coupe tout le temps et qu'il ait l'air du type excité. Mais vu que son micro était coupé, il avait l'air très calme pendant que Biden avait l'air Oui, on complètement ne au bout de comprenait sa rien à vie. ce qu'il disait. Mais voilà, donc premier axe de la campagne, quand ça a vraiment commencé, c'était le débat face à Biden et Butler. Et ça, c'est les deux moments clés. Énorme dynamique en faveur de Trump. Ça a été très très puissant.
Dans les sondages, on est vers du 65-35 même. C'est quelque chose d'hallucinant. Et là, Biden se retire. Il y a une dynamique qui recommence en faveur des démocrates ce coup-ci. Et là, on voit même On était surpris par Kamala, 3 jours pour rassembler. Mais c'est ça, exactement. Et en fait, même Kamala était surprise d'ailleurs elle-même. Mais le fait est que il faut regarder les courbes de sondage qui sont assez évocatrices à ce sujet-là, même si les sondages, pour une bonne part, se sont plantés, il faut le dire. Mais cela étant, ça traduisait quand même quelque chose. Il y a eu une vraie vague en faveur de Kamala Harris, l'attrait de la nouveauté, le fait que ce soit une jeune femme racisée, comme on dit, le fait que, en fait, voilà, elle soit tout le temps souriante. Elle voulait TikTok, exactement ce que etc. j'allais dire. Elle voulait montrer la campagne de la joie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump, lui, n'a pas su réagir dans les premières semaines. Il a eu du mal à savoir comment. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un axe qui était de dire Surtout avec le fait qu'on l'avait dit avant, les attaques contre Biden sur son âge se reportaient potentiellement contre lui, puisqu'il devenait le candidat le plus âgé. Tout à fait. Et le fait est qu'après, l'axe de la campagne de Trump, c'est de dire que Harris était responsable du bilan de Biden, ce qu'elle n'était pas finalement, parce que Harris n'a rien fait pendant 4 ans. Voilà, sauf sur l'immigration, bien sûr, mais Harris n'a rien fait pendant 4 ans, donc en fait, malheureusement, elle ne l'était même pas. Mais cela étant, c'est son principal axe. Et là, il y a effectivement 26 août, ralliement de Robert Kennedy à Trump. Et là, ça commence à se remonter et ça s'arrête. Ça se grippe. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris gagne le débat contre Trump et Trump dit « Je ne veux plus débattre, il n'y aura pas d'autre débat ». Et ça, c'est quelque chose qui grippe la machine Trump quand même. Et pendant 10-15 jours, ça reste quand même très tendu. Alors, et là, je mets il y a une le parenthèse. ralliement. Au niveau des Américains, c'était plutôt jugé comme 50-50, mais ce qui était jugé comme une victoire au final pour une Kamala Harris. Mais cela étant, même en soi, quand on regarde le débat, Trump a l'air aigri, a l'air boudeur, a l'air agacé, alors que Kamala Harris est très détendue, très professionnelle. C'est moins fort contre Clinton. Exactement. Le fait est que ça se grippe pendant 10-15 jours, et là, le ralliement d'Elon Musk. Et là, en fait, ça réinsuffle une nouvelle dynamique qui se suit par le meeting à Butler avec Elon Musk qui parle de Dark MAGA avec sa casquette noire. Et puis petit à petit, la machine avance. Trump fait des déplacements de terrain en masse. Il fait évidemment le Madison Square Garden. Il fait le McDo. Et le positif est revenu vers lui, Exactement. Fait, avec le McDo. Et en fait, finalement, ce qui est assez drôle, c'est que Donald Trump, qui était dépeint comme effectivement celui qui était aigri, colérique, tout le temps, etc., et Harris, la campagne de la joie, les deux s'inversent au bout d'un moment. Le discours des personnes comme Obama, Biden et Harris commence à devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus violent envers Donald Trump aussi. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des attaques en fascisme, en nazisme, en dictature, et vraiment quelque chose qui commence... c'est vraiment eux qui insufflent la violence dans la campagne, alors qu'avant c'était Donald Trump qui le faisait globalement, c'est-à-dire que c'est lui qui faisait la polémique. Là, c'est Harris qui se met à la faire, c'est Biden, c'est Obama, et il y a le McDo, il y a le fait que Trump se déguise en éboueur pendant son meeting, il y a le Madison Square Garden, et en fait tout ça débouche presque naturellement vers une victoire écrasante. Mais il faut bien comprendre tous les éléments de cette dynamique qui ont mené jusqu'à ça. Est-ce que Biden est content, à votre avis, que Kamala ait perdu? Je pose cette question parce que sur l'histoire de c'est des ordures, parfois on se dit il a quand même eu un rôle, il a été mis de côté par Kamala Harris. Quel est ton regard là-dessus, Julien? Comme l'a dit Pierre-Yves Rougeron pendant le live, il a bien fait de le mentionner, c'est qu'aujourd'hui on voit Joe Biden dans un état assez préoccupant au regard de sa santé, mais il ne faut pas oublier que c'est un fin stratège, c'est un fin politicien, il a été pendant 40 ans dans les arcanes du pouvoir à Washington, et Dieu sait que c'est compliqué, beaucoup plus qu'en France. Il y a des véritables requins à Washington, donc c'est un vrai animal politique. Sur le coup, ça ne se voit pas. Et puis c'est quelqu'un qui a eu une vie difficile, il a perdu quand même la moitié de sa famille dans un accident de voiture, et il était d'ailleurs même respecté par ses ennemis politiques. Oui. Richard Nixon l'avait quand même appelé pour lui présenter ses condoléances, en lui incitant à continuer la vie politique. Donc... Sa femme est décédée quand il avait 29 ans. Voilà, c'est ça. Il a perdu un fils après, à 40 ans, d'une dépression. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il en a vu une de ses filles mourir. Enfin, il y a quand même eu des histoires traumatiques dans sa famille. Quand même. Il a une vie quand même assez compliquée. Donc, c'était un fin stratège. Et je suis personnellement convaincu qu'il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues à Kamala Harris. Déjà parce qu'il ne s'est pas investi dans la campagne. Parce que c'est lui qui est à l'origine de cette énorme boulette en insultant les électeurs de républicains d'ordure. Je ne pense pas qu'il soit sénile au point de porter une casquette Trump. La casquette Trump, et surtout, là où je me suis dit que ça l'arrangeait, c'est sa réaction par rapport à la victoire de Trump, qui a été pas du tout une réaction d'hostilité. Il a quand même, donc d'abord il l'a félicité, et il a même invité à la Maison-Blanche
c'était pas nécessaire, en somme. Donc, ça montre véritablement que je pense qu'il a voulu se venger. Il a voulu se venger aussi d'Obama, parce que Obama, c'est le grand marionnettiste. Obama derrière, hein. qui, rappelons-le, l'avait mis de côté au profit de Clinton, alors que de fait, ça aurait dû être son vice-président Totalement. qui se présentait en 2016. Donc, il voulait sa revanche. Je pense que Joe Biden est assez intelligent pour comprendre que Donald Trump, c'est pas le retour du fascisme comme on le présente. Et à mon avis, il se frotte plutôt les mains. C'est la grande aujourd'hui. question que j'ai. Moi, j'ai la sensation que, y compris Emmanuel Macron, tout le monde est finalement satisfait que Donald Trump soit élu. Il y a quelque chose qui est assez véridique, c'est que les médias français, américains, enfin tout le système politico-médiatique de centre-gauche, tendaient vraiment à dire que le pire, c'était une défaite de Trump, Oui, c'était parce assez que c'est là qu'il y aurait le fascisme. Et Parce c'est- qu'il aurait contesté les Exactement. résultats, Mais un cela nouvel étant- assaut du Capitole. Cela étant, ce qui est véridique, c'est qu'on ne sait pas ce qui se serait passé aussi en cas de défaite de Donald Trump. Enfin, c'est-à-dire que D'ailleurs, un nouvel assaut du succès Capitole. met du grain à moudre pour ceux qui disent qu'en 2020, il y a eu de la triche. Oui, tout à fait. Ah bah, ça, c'est évidemment un sujet sur lequel il faudrait revenir, mais effectivement, il y a des millions de voix qui ont disparu, mais c'est toujours difficile à évaluer parce qu'il y a eu plein de dynamiques électorales particulières, c'était le etc. Covid. aussi à l'époque, c'était le Covid. Mais cela étant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'état actuel des choses, Donald Trump a réussi quelque part le tour de force, quelque part, de renverser toute une machine, alors que, effectivement, encore une fois, l'intégralité de cette machine était mobilisée. L'intégralité de cette machine était contre lui. Et Pour finalement, le mettre en prison. exactement. Non, mais, et en fait, quand on voit effectivement Emmanuel Macron, qui a été un des premiers à l'appeler, à reconnaître sa Moi, victoire. j'étais surpris les- qu'il le fasse aussi vite. Exactement, pareil, mais globalement, il y a plein de Il a leaders passé qui l'ont 25 minutes rapidement au appelé, téléphone, il a 25 fait de la minutes. lèche en lui disant « Je suis Relation ravi que ça cordiale, soit vous, ça s'est bien parce qu'on passé. s'entendait bien entre Oui, 2016 c'est et ça. 2020. » Alors que pas du Après, il tout. joue sa C'est carte, faux, en tant plus. mieux. Oui, hein. ce qui est faux. Mais le fait est que, voilà, Emmanuel Macron a fait du Macron, mais cela étant, effectivement, les gens s'y accommodent et en fait, les seuls qui sont vraiment pas contents dans l'affaire, c'est la gauche qui, effectivement, bah là, en fait, là, j'aimerais bien, j'ai envie de dire, prenez, chers auditeurs, des captures d'écran des articles de Libération et enregistrez-les C'est un bien. côté de la plaque. Parce qu'il faudra les ressortir dans 3-4 ans. Tous ceux qui disent que c'est la fin de la démocratie en Amérique, que Attali a ça dit ça bascule, sur L6 sans qu'on lui coupe la parole. ça bascule vers un régime fasciste, ça bascule vers l'interdiction de tous les droits pour les femmes, ça bascule vers quelque chose de néo-nazi, ça bascule vers tout ce que vous voulez. Ils sont en train de l'écrire, ils l'écrivent, il n'y a aucun débat là-dessus. Vous regardez les sites de Libération, Mediapart, tous les médias de gauche, c'est hallucinant et j'ai envie de dire, ils ont presque envie que les États-Unis deviennent effectivement la dictature parce qu'ils l'ont prédit pendant des mois. Ouais. Et en fait, finalement, voilà que Trump gagne de façon démocratique, mais de façon écrasante Le vote aussi. populaire, ouais. Et là, en fait, ils attendent qu'une seule Et avec chose, leurs électeurs. en c'est fait. que le fascisme. Et commence c'est aux quelque États-Unis. chose d'intéressant parce que même à notre niveau, on l'a vécu. Parce qu'effectivement, quand on avait ce que je disais en début d'émission, quand on a choisi de faire ce magazine, en mettant quand même Trump ici, j'ai fait un édito « Pourquoi il faut défendre Trump ?» où effectivement on raconte ce côté de comment on va se faire un petit peu matraquer, etc. Et en fait, comment à la fin, s'il y a une vague, on leur a montré. On était très peu soutenus, très peu, il faut le dire Oui. aussi, invités pour pouvoir en parler. Oui, bien sûr. Et beaucoup de gens allaient plutôt se dire bon, bah, vous allez peut-être vous cramer. Et au final, suite à cette victoire de Trump, on a reçu beaucoup de messages de gens Oui, qui mais ont envie d'une certaine façon de participer à la victoire. Et j'ai envie de dire tant mieux. Oui. Mais des responsables politiques Mais- qui maintenant se rangent derrière. Ce qui Le- montre quoi? Ce qui montre qu'en fait, en politique, la notion de victoire, quand même, elle compte. Ça Oui. veut dire qu'il n'y a pas que de l'idéologie. Il y a le fait de se dire j'ai envie d'être dans le camp des gagnants. Et je trouve que ça en dit Et le long. fait est que malheureusement, on ne recevra pas, j'ai envie de dire, des lauriers pour l'avoir prédit 3 mois à l'avance contre tout le monde. Ouais. Mais cela étant, c'est vrai qu'au moins, face à nous, quand on se regarde, on peut se dire, bah, on a bien fait notre travail et on avait raison en plus. Et Julien, j'ai une autre question que je voulais aborder, c'est la question de l'IVG. On a passé ces dernières semaines à voir toute une classe politique de gauche et du centre qui disait que Kamala allait sûrement gagner parce qu'elle aurait le vote des femmes, que l'enjeu de cette élection, c'était pas l'immigration parce que ça c'est une fadaise, c'était l'IVG, et que Donald Trump, c'était justement l'homme qui mettait fin à tous les droits des femmes. Au final, ça n'a pas vraiment été le sujet.
Ben là où c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, les médias français ont analysé la société américaine au regard de notre propre conception de l'IVG, parce qu'il faut savoir que dans de nombreux États américains, il y a eu une hyper-extension de l'IVG. C'est le cas par exemple en Californie, où on peut aller très loin dans le terme et pratiquer l'IVG. Et ce qui s'est passé, c'est que Trump a nommé des juges à la Cour suprême, puisque c'est à vie, hein, il y a eu 2 décès pendant le mandat de Trump, donc il a pu nommer 2 juges conservateurs en plus, et ils sont juste revenus sur l'arrêt Roe versus Wade. Roe versus Wade de 1973. Et en fait, en substance, qu'est-ce que ça voulait dire? Il laissait aux États la possibilité de décider du sort de l'avortement. Et là, on se rend compte de quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a 7 États sur 9, je crois, qui ont dû voter sur cette question, qui ont décidé de consacrer l'avortement et qui donc n'ont pas décidé de le supprimer. Et ça montre bien que les électeurs américains ont pris conscience du fait que peut-être que Trump est anti-avortement, etc., mais que le centre de la question, c'était de laisser le choix aux Américains. Et Trump, la seule chose qu'il a réalisée, c'est de dire aux Américains, ben voilà, dans les États, maintenant, vous allez décider du sort de l'avortement et on verra bien. Oui, d'ailleurs, il y a une vraie fake news qui était présente, que je tiens à rappeler quand même, parce que c'était hallucinant. Et d'ailleurs, Kamala Harris a fait toute sa campagne là-dessus. La gauche, on a parlé en France pendant des heures et des heures. C'est comme si Trump avait interdit l'avortement aux États-Unis. Avait interdit l'avortement à un quelconque endroit, et c'est faux. Ouais, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, Trump n'a interdit l'avortement nulle part. D'ailleurs, Trump a assez peu de parlé de l'avortement pendant sa campagne. Il n'est pas particulièrement conservateur lui-même. D'ailleurs, il y a plusieurs points à mettre en avant. C'est que, on en a peu parlé en France, sa femme, Melania, a fait une autobiographie dans laquelle justement elle s'est prononcée pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. Et elle a fait une communication, des vidéos de promotion de son livre axées sur ce sujet. Ensuite, Donald Trump avait quand même évoqué l'idée que sur la Floride, qui était venu sur une restriction majeure justement de l'avortement, ils étaient peut-être allés trop loin. Et effectivement, il y a le cas de ces référendums qui se disent, 6 semaines, c'est peut-être un peu court, on va essayer de pousser, etc. Il y a également la question de la FIV aussi, c'est-à-dire que la fécondation in vitro, où fin août, on a vu Donald Trump qui s'était prononcé pour. Certains au sein du camp républicain l'avaient d'ailleurs traité de traître. Et tout ça, on ne l'a pas vu à cette époque-là. Les gens ne savaient pas montrer justement qu'il a été un candidat beaucoup plus modéré sur les questions sociétales que le prétendaient justement les médias français. Tout à fait, et vraiment il y a eu pour le coup une propagande, des mensonges, d'un niveau astronomique à ce niveau-là. Encore une fois, c'est Donald Trump, le macho, qui veut supprimer les droits aux femmes. Mais Donald Trump, quelque part, n'a supprimé aucun droit aux femmes. Et j'ai envie de dire, Donald Trump n'a aucune responsabilité dans le renversement de l'amendement Roe versus Wade. C'est-à-dire que ce n'est pas Donald Trump qui a dit au juge de la Cour suprême qu'il avait nommé. Il a choisi des juges conservateurs. Il a choisi des juges conservateurs, bien sûr, mais il a choisi des juges de son camp. Oui, exactement. Il a choisi des juges de son camp. Et c'est le jeu, d'ailleurs, c'est le jeu aux États-Unis. C'est-à-dire que quand il y a un juge de la Cour suprême qui meurt, et il va continuer certainement à le faire. Je crois qu'il y en a un qui est plutôt dans les juges, dans les 4 années à venir. C'est Clarence Thomas qui est assez âgé, mais qui est déjà un conservateur pour le coup. Donc il va choisir un autre conservateur. Mais pour le coup, Clarence Thomas est connu pour être extrêmement conservateur, beaucoup plus que Antonin Scalia, qui était aussi connu et qui est décédé il y a de cela quelques années. Mais il faut quand même aussi rappeler une donnée essentielle, c'est que le président américain a un pouvoir exécutif très faible, et c'est surtout les gouverneurs qui ont énormément de marge de manœuvre. Justement, on en est où au niveau de tous les autres votes qu'il y a eu lieu justement le 5 novembre? La Chambre des représentants, le Sénat, pour nos auditeurs. Les Républicains ont la Chambre des représentants, les Républicains ont le Sénat. À combien de sièges le Sénat? Alors je crois que c'est à 2 sièges près, ça doit être 52 contre 50. Il me semble, et surtout, il y a une majorité de gouverneurs. Et ça, c'est extrêmement important pour les électeurs républicains, parce que quand on a eu l'intervention de Melvin au cours de l'entretien, qui était en Floride, il nous a bien expliqué que, à titre personnel, il préfère avoir un gouverneur affilié à ses idées politiques que le président.
Donc là, c'est un véritable braquage parce que la vague rouge, elle a touché l'ensemble du système politique américain. Et alors oui, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien prendre en compte, c'est que quand il y avait eu les les élections de 2016, que Trump avait été élu, eh bien dès 2018, durant les midterms, il avait été bloqué. Notamment dans la construction de son mur, parce que la Chambre des représentants avait basculé côté bleu, côté démocrate. Dans l'état actuel des choses, il faut se dire que Donald Trump a le vote populaire, avec 5 millions de voix, l'intégralité des swing states, on reviendra sans doute là-dessus après, il a la majorité des gouverneurs, la majorité de la Chambre des représentants, la majorité au Sénat, la majorité à la Cour suprême. Il a, à côté de ça, une équipe avec Elon Musk, Robert Kennedy. Il a tout le parti républicain derrière lui, parce que c'est une victoire écrasante, tout le monde se rallie. Alors qu'en 2016, c'était quand même... Il a eu le vote populaire, mais il n'a eu rien dans l'appareil. Là, il a eu le temps de placer énormément de personnes au sein du parti qui sont des Trumpistes. Il a et aussi donc, les franges non-Trumpistes qui se sont ralliées à lui. Pour faire simple, c'est comme si Emmanuel Macron avait l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Il n'a jamais eu le Sénat. Et exactement, Macron n'a jamais eu le Sénat, le Conseil constitutionnel, et qu'il avait la majorité absolue partout. Là, pour le coup, effectivement, d'habitude, le président américain a beaucoup moins de pouvoir que le président français. En l'occurrence, ce qui est certain dans les 4 ans à venir, c'est que, au moins dans les 2 ans à venir, jusqu'aux midterms, c'est que le parti républicain a les mains libres pour faire tout ce qu'il veut. Alors par contre, il y a une donnée vraiment importante à prendre en compte. Il faut absolument, c'est son dernier mandat, Donald Trump. Il pourra, ça faut le préciser. Parce que dans la Constitution, voilà, c'est limité à 2 mandats, même s'il y a une alternance. Il faut vraiment que là, il essaye d'être le moins outrancier possible. Il faut qu'il donne le moins de crédit et de munitions à ses ennemis politiques pour le descendre, parce que l'idéal, c'est que là, il a les coups des franges pour faire beaucoup en 2 ans. Il faudrait qu'il gagne les midterms et qu'ensuite... fasse gagner le successeur pour 8 ans. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, et là, ça va être très intéressant de l'analyser dans les années à venir, c'est que forcément, celui qui va être le mieux placé pour pouvoir continuer la route trumpiste, ça serait J.D. Vance. Mais attention, il y a la famille de Donald Trump derrière, et notamment l'un de ses fils, qui a profondément envie d'y aller. Donc le risque, c'est que les États-Unis reposent sur un paradoxe. Le fils lequel? L'aîné, Eric? L'aîné, Eric. Il y a un paradoxe énorme. C'est pas Eric, l'aîné? Si, il me semble. Eric, c'est le blond ou le brun? Eric, normalement, c'est l'aîné, et c'est Donald Trump Jr., le second. Mais les deux veulent y aller. C'est ça le problème. Et les États-Unis reposent sur un paradoxe, c'est qu'ils se sont construits, c'est une nation qui s'est façonnée par opposition à la royauté, mais ils sont très attachés à des dynasties politiques. Oui. Les Clinton, les Kennedy, les Obama, les Trump maintenant. Et là où ça risque d'être dangereux pour Donald Trump, c'est s'il veut absolument créer cette dynastie sur le long terme, il risque d'y avoir au bout d'un moment un certain agacement chez les Américains. Et là, par contre, le parti républicain pourrait imploser, avec des luttes internes entre, d'un côté, J.D. Vance, c'est ce qu'on appelle la mafia PayPal, c'est-à-dire cet univers de la technologie. Peter Thiel. Voilà, c'est ça. Et de l'autre, la famille Trump aussi, il a été poussé par cette Silicon Valley. Et alors, effectivement, il y a des personnalités qui ont été quelque part... Parce que là, ça nous amène un petit peu, si on fait la transition, dans la partie « et maintenant ». Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, et donc d'abord, avec qui? Alors déjà, avec qui? Ça, c'est la première question, peut-être la plus simple à y répondre. Comme tu as dit, effectivement, cette directrice de campagne a été nommée chef de cabinet. Susan Willis. Exactement. Ensuite, Robert Kennedy. C'est que ça génère, qui n'est pas une pro-Trump de base, qui est un peu plus modérée. C'est ça. Mais qui, quelque part... Qui est plus maligne, qui est là pour éviter les conneries. Exactement, de 2016. et pour assouplir, parce qu'en fait, Donald Trump, et j'y venais justement, va nommer Robert Kennedy à la santé, et théoriquement aussi Elon Musk pour assainir l'administration, pour faire simple. Mais sans être dans le gouvernement, mais en étant peut-être dans un département qui soit créé pour l'occasion. Exactement. Et alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un grand enjeu. En 2016, quand Donald Trump arrive, et même d'ailleurs pour le monde entier, quelque part, c'est-à-dire qu'en 2016, quand Donald Trump arrive, il ne sait pas gouverner. Il ne sait pas comment ça fonctionne, il a été chef d'entreprise, mais il n'a pas du tout l'expérience politicienne. Et c'est justement tout ce qui faisait sa force. C'était pas un politicien. Et donc, en fait, quand il gouvernait, il était toujours, quelque part, contrôlé par ce qu'on appelle aux États-Unis le deep state. Donc en fait, ça existe en France, ce sont les hauts fonctionnaires, on va dire. Ça va être tous ces gens qui sont les petits hommes gris, comme on a tendance à dire. Voilà. Et puis ça comporte des personnes, voilà, dans tous les départements, dans la CIA, dans le FBI. Ça va être dans toutes les administrations. Tous ces gens qui sont là, les généraux aussi. Tous ces gens qui sont là depuis 30, 40 ans et qui connaissent très bien les rouages et qui en fait contrôlaient Donald Trump sur les bords.
Maintenant que Trump sait comment gouverner, il sait aussi quels sont les leviers de blocage. Il va charger Elon Musk de changer 80% de l'administration, c'est le chiffre qui avait été donné. Et il veut taper dans 2000 milliards du budget aussi. Exactement, pour effectivement arrêter la spirale de la dette qui est absolument gigantesque aux États-Unis, encore plus qu'en France. Contrôlé en partie par la Chine, donc ce qui les dérange. Exactement, question de souveraineté très importante. Mais donc en fait, il risque d'y avoir durant ces élections quelque chose qu'on n'a pas eu entre 2016 et 2020. C'est un véritable affrontement entre une administration démocrate qui va commencer républicaine, qui a commencé à arriver avec, même je crois qu'on a donné le nom de Vivek Ramaswamy, qui était l'ancien soutien de Trump, exactement, mais qui est quelqu'un qui est assez brillant intellectuellement. Un milliardaire de la biotech qui pèse 3 milliards. Exactement, et c'est quelqu'un qui est assez brillant, qui en fait a un discours qui est très apprécié, qui a un certain charisme, etc. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui pèse et qui a réussi. On l'avait eu à notre micro. Et tout à fait, moi je l'avais rencontré dans les rues de Chicago alors qu'il se rendait à une manifestation pro-Palestine. Il était là à acheter un journal communiste en disant « Ah bon, les communistes, je dois payer votre journal ». Bon, bref. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a quand même quelques personnalités dont il devrait s'entourer, des personnalités qui sont très appréciées par les Américains, très charismatiques. Et va y avoir toute cette arrivée de Trumpistes. Je crois, les fidèles qui ne l'ont pas trahi en 2020. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui reviennent, donc peut-être Mike Pompeo, exactement, ce qui marquerait un énorme changement dans la façon de traiter la guerre en Ukraine. Pour la faire brièvement, J. Evans est plus pour un isolationnisme et en fait, quelque part, donner le Donbass et la Crimée à Poutine et arrêter la guerre à ce niveau-là, alors que Mike Pompeo a proposé un plan qui a été publié il y a quelques jours, et alors là c'est impressionnant. En gros, la méthode pour arrêter la guerre serait de dire Poutine, retire-toi de tous les endroits que tu as occupés depuis 15 ans, sinon on fait un prêt de 500 milliards d'euros à l'Ukraine pour se réarmer. Donc il y a deux méthodes qui vont s'affronter en interne. On va sûrement arriver sur un entre-deux. Sans doute, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que voilà, va y avoir cette administration républicaine qui va arriver avec Donald Trump, tous ces nouveaux visages qui sont très appréciés des Américains, qui ne sont pas forcément spécialistes de la politique, mais qui sont là pour faire bouger les choses de façon très importante, notamment Elon Musk. Et d'un autre côté, on va avoir tout ce deep state, on va avoir toutes ces personnes qui sont là depuis 30-40 ans, qui sont plus ou moins démocrates, qui ont toujours travaillé pour empêcher Trump de faire sa politique jusqu'au bout. Et il va y avoir cet affrontement interne aux États-Unis, à l'intérieur de l'administration, qui risque d'être vraiment une grande lutte sur les années à venir. Est-ce que, alors peut-être qu'on va parler justement du projet, des grandes choses qui vont arriver, ça nous amène sur l'international, on ne va pas y passer non plus trop de temps parce que on va attendre de voir quand même ce qui se passe dans... Et puis on en a déjà beaucoup parlé aussi pendant les dernières semaines. Exactement. Les auditeurs peuvent regarder nos dernières vidéos, live, toutes nos interventions. Oui, pas hésiter sur notre appli mobile Frontières sur iOS et Android. Il y a beaucoup de podcasts, effectivement. Je pense qu'on creusera. En géopolitique. Mais très brièvement, avant de terminer cette émission, il y a le 20 janvier, donc c'est l'intronisation. Mais d'ici là, il va peut-être pouvoir préparer quelque chose. On sait aussi que c'était une période en 2016 où il avait été bloqué, etc. Quels peuvent être ces axes, justement, Julien? Comment ça peut se passer dans les jours à venir? Qu'est-ce qu'il devra éviter comme erreur? Sur quoi il va pouvoir se positionner? En fait, il a déjà commencé la question de Poutine qui est centrale. Voilà, il a déjà commencé à agir. Je pense que dans les prochains jours, il va avoir une conversation assez sérieuse avec Vladimir Poutine et Zelensky à propos de la guerre en Ukraine. Je crois qu'aussi, il a posé une sorte d'ultimatum au Hamas et le Hamas est prêt éventuellement à négocier une paix parce qu'ils sentent bien que là, c'est possible. C'est-à-dire que Trump, en fait, il a un profil assez intéressant. Il n'est pas rancunier sur les questions internationales et il est à l'écoute, en fait, de ses ennemis. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez appréciable. C'est un deal maker, c'est-à-dire qu'à un moment, il y va ou il n'y va pas. C'est ça, c'est exactement l'héritage de quand on est un entrepreneur à succès. Moi, quand même, il y a une dimension qui m'inquiète beaucoup et dont je trouve on n'en a pas assez parlé. C'est le fait que l'Iran veut le tuer. Et ils feront tout pour l'éliminer durant donc, son mandat, voire même après. C'était un rapport du renseignement américain qui avait même souligné que si Donald Trump perdait les élections, l'Iran voudrait quand même le tuer parce qu'ils veulent se venger de la mort de Qassem Soleimani. Et il a vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si en parallèle, il veut faire un nettoyage au sein de la CIA, et la CIA ne va pas l'entendre de cette oreille, vu que la CIA et la NSA sont ceux qui sont quand même garants de la protection du président des États-Unis par le biais du travail de renseignement, ça risque d'être potentiellement très dangereux. Oui, d'ailleurs, c'est la question. Moi, j'ai regardé le discours de Steve Bannon. Steve Bannon, qui était donc un proche de Donald Trump, qui s'est après réconcilié, qui a fait de la prison, qui est sorti de prison il y a 3 semaines. 4 mois de prison. Oui, et il est sorti il y a 3 semaines. Et il a fait un discours
vraiment violent où il a expliqué à quel point en fait Donald Trump c'était une star parce qu'on pourrait revenir sur le côté de effectivement ce qu'il a fait est majeur au-delà de l'idéologie, il donne une leçon de vie sur cette capacité de résilience, de croire dans son destin, etc. Il disait comment tout son entourage devait être remis à zéro dans la mesure où en fait il y avait lui, il y avait tout le monde. Et il dit comment en fait ils vont non pas se venger mais faire le plus grand ménage qu'il n'y a jamais eu de l'histoire des États-Unis au cœur de ce deep state. Et effectivement qu'il n'avait pas fait à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle, il avait promis que Clinton irait en prison, il ne l'avait pas fait. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce grand ménage? Est-ce que vous pensez que Trump va aller loin, va tenter d'aller loin ou va être dans une conciliation? Déjà, il y a un premier aspect qui est économique là-dedans, où Elon Musk a cette simple question qu'il a envie de poser, enfin c'est ce qu'il Dont a la dit en tout fortune a cas, bondi de 25 27 milliards. 27 milliards en 24 heures. C'est Donc les hallucinant. marchés ont très bien réagi. Voilà, finalement, X, c'était un investissement rentable, c'est-à-dire qu'il achète 44 milliards X et puis il a gagné une élection américaine derrière. Mais il récupère 27 milliards en plus. Mais le fait est que sur Elon Musk, il a une question simple, selon lui, qu'il aimerait poser à chaque fonctionnaire, c'est qu'est-ce que vous avez produit cette semaine? Et alors là, selon lui, et c'est ce qu'il avait fait à Twitter, plus ou moins, et ce qui lui avait permis en fait d'écrémer 80% des effectifs avant d'en réembaucher quand même. Mais ce qui est possible, c'est qu'il y a ça, mais dans tous les cas, Comme chez nous. il y aura cet affrontement interne très, très important dans tous les cas. Sur la question géopolitique, il faut y revenir quand même. Pourquoi l'Iran veut éliminer Donald Trump? Parce qu'il y a Soleimani, bien sûr. Donald Trump, il n'a pas beaucoup de principes moraux en géopolitique. C'est un pragmatique. C'est pas un isolationniste. C'est un pragmatique. C'est-à-dire que s'il sent qu'il y a une situation où il faut intervenir, il interviendra. S'il sent qu'il ne faut pas intervenir, il ne le fera pas. Il ne le fera pas de façon mécanique, mais il ne va pas rester isolationniste pour rester isolationniste. En revanche, sur l'Iran, Donald Trump a affirmé qu'il fallait absolument lutter contre la prolifération nucléaire en Iran. Ça, c'est quelque chose qui est un de ses vrais combats, quelque chose sur lequel il n'a jamais dévié. C'est un pro-Netanyahou. Donald Trump, c'est un ami de Netanyahou. Netanyahou a soutenu officiellement Trump durant sa campagne et Donald Trump en a remercié. Donc, pour le conflit au Proche-Orient, évidemment, Trump cherchera la paix par principe, parce que j'ai envie de dire que la guerre, c'est toujours mauvais pour les affaires, même aux États-Unis, enfin quand il n'y a pas de pétrole en tout cas, aux États-Unis. Mais cela étant, il y a quand même ce côté où il va chercher la paix, mais s'il est ami avec Netanyahou, qui pour le coup lui est dans une perspective de guerre perpétuelle, ça va être difficile. Sur l'Ukraine, comme je disais, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a celle de Mike Pompeo, celle de J.D. Vance. Reste à savoir aussi, pour la question européenne, comment ça se passera aussi. Alors je pense qu'on fera d'autres émissions, effectivement des podcasts aussi, donc j'invite, il y en a en accès libre, d'autres en accès abonnement pour ceux qui nous regardent. Très brièvement, comment justement on va suivre un petit peu ce pôle international maintenant que cette campagne est terminée, parce qu'on était dans un rush. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour nos éditeurs, Julien? En réalité, c'est jamais fini. C'est-à-dire que là, on a terminé le chapitre élections américaines, mais il va se passer énormément de choses dans les mois à venir sur l'Ukraine, sur Gaza, sur également Taïwan, parce qu'il y a le géant chinois derrière que l'on a très peu abordé durant cette campagne présidentielle. Donc, il va y avoir de plus en plus de vidéos de décryptage pour suivre concrètement quelle va être la stratégie de Donald Trump et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, ça sera par le biais de la chaîne YouTube avec des vidéos un peu de long format. On va en réaliser une notamment sur Elon Musk pour revenir sur son parcours, son changement idéologique, etc. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de proposer, comme on l'a toujours fait, une info de qualité, nuancée, comme on l'a fait là au cours de ces précédentes semaines dans la couverture de l'élection présidentielle américaine. Et les spectateurs de Frontières peuvent être sûrs qu'on va faire le job comme on l'a fait autrefois. Et j'invite ceux qui nous regardent à nouveau à aller sur frontiermedia.fr et à commander ce magazine. Il est à moins 50%. On a déjà vendu, là on enregistre cette vidéo vendredi après-midi, on a déjà vendu plus de 500 en 48 heures. Donc on est dimanche, je pense qu'on a encore plus. Il reste quelques éditions, donc n'hésitez pas à le commander. N'hésitez pas aussi, c'est important, on vous l'a dit durant toute cette soirée électorale, à vous abonner. C'est important parce que c'est grâce à l'abonnement qu'on arrive à produire une information de qualité. Et je pense que vous pouvez tous être fiers à un moment ou à un autre de pouvoir soutenir le média. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Évidemment, à télécharger l'application mobile Frontières, vous aurez beaucoup plus de contenu et ça donne aussi de la motivation pour pouvoir en faire, construire des podcasts, faire des grands entretiens, aller au fin fond des sujets, peut-être repartir sur le terrain, peut-être qu'on retournera au
aux États-Unis pour suivre cette administration Trump. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu peux dire sur les semaines et mois à venir? Moi, je vais peut-être délaisser un peu le sujet des États-Unis pour me concentrer sur d'autres tâches, peut-être sur la politique, peut-être parler aussi d'écologie ou d'autres sujets qu'on pourra traiter à l'avenir chez Frontières. Cela étant, voilà, il y a encore plein de sujets dont on n'a pas reparlé, donc peut-être qu'on refera une émission Je pense qu'on a un similaire si podcast jamais. la semaine prochaine. Exactement, on peut par exemple, très axé il y a international. encore l'immigration dont on n'a pas parlé, le Ouais. système électoral avec. Je vous propose de faire tout une ça. série de podcasts. Faisons ça. À partir de la semaine pro, on peut se mettre ça comme défi. Très bien. Et donc, à retrouver un petit peu chaque semaine, on va creuser le sujet. Mais voilà, je pense qu'il faudrait faire ça juste, au moins pour faire la transition, la continuité. Et comme dit Julien, le sujet ne s'arrêtera jamais. Mais pour moi, c'est nouvelle séquence, on avance, comme on dit chez nous. Et puis voilà, on va se tourner vers d'autres sujets. On a de gros projets qui arrivent dans les prochaines semaines. On ne va pas trop en dire pour l'instant. Nationaux aussi. Hein, Mais voilà, des sujets nationaux. C'est Parce important. qu'on a eu cette séquence américaine qui était très importante et je pense qu'on a eu raison encore une fois de faire ce pari, de la couvrir. Maintenant, voilà, il y a encore plein d'autres défis, plein d'autres sujets nationaux qu'on va aborder. Voilà, même sur la politique, le budget, etc. On va forcément parler de toutes ces choses-là. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs sur www.frontiermedia.fr. On a beaucoup d'articles. Oui, on est décryptage, d'infos qui sont vraiment. Oui, on me disait justement hier que c'est une personne qui est venue me voir et qui m'a dit en fait, c'est drôle, je pensais que vous avez fait une application pour faire une application, mais en fait, non, je m'informe vraiment. Ah ouais, mais il me disait ça comme ça en face. Je m'informe dédiées, vraiment ouais. avec votre application, je regarde l'actualité, etc. Honnêtement, on est assez large sur les sujets qu'on traite. Donc, écoutez, en tout cas, je voulais vous féliciter tous les deux parce que vous avez fait du très bon travail. Toi, Alexandre, en tant que rédacteur en chef du magazine, c'était la promotion de cette année, voilà. et ton travail de reportage de terrain qui était intéressant, et Julien aussi qui a fait un très bon travail avec une expertise supplémentaire. J'invite aussi nos abonnés à rejoindre ta chaîne YouTube aussi, le Doc Baron, qui propose des décryptages. J'en avais un sur Burkele qui était vraiment pas mal, et il y a un article d'ailleurs dans le prochain magazine qu'on va vous dévoiler cette semaine. Donc en tout cas, bravo à tous les deux. Moi, je suis très fier de l'équipe et je félicite aussi les gens de la régie. Et en tout cas, écoutez, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo.